Épisode 2, le poids des mots. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la toile de Lali. Aujourd'hui, nous aborderons l'impact des mots et ce qui leur donne ce pouvoir. Le thème sera abordé sur 2 épisodes car le sujet est bien trop important pour être condensé ou bâclé. La langue française est une langue complexe mais aussi très riche en vocabulaire. On pourrait presque dire qu'il y a un mot pour chaque chose, chaque émotion, chaque pensée. Pourtant, personne n'a réellement le même ressenti face à chaque mot. Ils ont une histoire, un vécu à nos côtés. Mais en plus de cela, chaque région a un accent, une façon de parler et de transformer notre belle langue de Molière à sa façon, ce qui la rend encore plus belle. Pour exemple, notre célèbre combat linguistique national entre pain au chocolat et chocolatine. Il déclenche des débats animés de passion et de fougue, car plus de 80% des Français appellent cette merveilleuse viennoiserie par son nom normal qui est pain au chocolat, mais 20% d'une certaine région que je ne citerai pas, pour chercher des noises, va inventer une origine à leur appellation non contrôlée qu'est chocolatine. Oh, plus sérieusement, me brûlez pas tout de suite, je vous taquine exprès, parce que pendant que vous vous battez pour son nom, je m'en fous, moi, je les mange. Juliette, dans cette merveilleuse pièce de Shakespeare qu'est Roméo et Juliette, n'a-t-elle pas dit « Qu'y a-t-il dans un nom ? Une rose, quel que soit son nom, embaumerait tout autant ?» Bref, tout cela n'a pas pour but de faire un cours sur la construction de la langue française, mais bien pour expliquer les mécaniques de communication verbale et non verbale, bien souvent responsables d'émotions qui ne sont pas toujours souhaitées ou tout du moins pas maîtrisées. Et cela est valable dans toutes les langues. Hormis la contrainte physique, et là c'est un tout autre sujet, ce qui vous dirige, vous guide, vous force à agir, ce sont des mots. Ce que vous avez entendu pendant votre éducation, les mots qui vous guident par rapport à votre croyance, ce que vous échangez avec les personnes que vous fréquentez, ou encore ce que vous écoutez des personnes qui vous inspirent. Qu'est-ce qui rend les mots assez puissants pour générer une surcharge nerveuse suffisante pour provoquer des variations physiques et changer votre état d'esprit, voire même vos convictions profondes ? Je vais utiliser des mots simples, qui sont relativement classiques, que nous avons toutes et tous entendus dans notre quotidien, et aussi, je vais décortiquer le profil psychologique d'une personne historique ayant marqué le monde entier par ces mots. Ces phrases peuvent venir de l'extérieur, mais pas tout le temps. Nous sommes souvent, et c'est mon cas, à l'origine de critiques bien plus violentes envers nous-mêmes que celles que nous pourrions entendre des autres ou encore dire à leur sujet. Les mots sont parfois plus violents et blessants que l'écho physique. Mais ils sont aussi ceux qui nous aident à nous relever, à nous motiver et à nous sentir entourés, compris et intégrés dans la société. Mes observations, analyses et conclusions ne sont que des probabilités comportementales et pas la situation réelle dans laquelle ces mots ont été utilisés. Alors, quand je parle et que je cite des exemples, si votre esprit vous dit « oui, mais dans ma situation c'est différent », eh bien sachez que c'est normal. C'est votre ego qui parle en mode « oui, mais moi je ». Cependant, pour pouvoir analyser les mots qui vous entourent, il faut ranger cet ego et accepter que tout le monde est influençable d'une manière ou d'une autre et que non, vous ne décidez pas de tout dans votre esprit ni dans votre vie, mais que vous pouvez, en vous posant les bonnes questions, limiter l'impact négatif à long terme de ces interactions. Mon but n'est pas de trouver des excuses aux gens ou de dédramatiser votre vécu, mais d'exposer les différentes situations émotionnelles, psychologiques et contextuelles qui peuvent changer le sens et l'impact des mots. Car si vous regardez bien, un mot seul, sans contexte, sans intonation, ne veut pas dire grand-chose. Mais avec les facteurs influenceurs, il prend vie. Alors quels sont les facteurs influenceurs du langage ? Il y en a des dizaines, voire des milliers peut-être. Je vous cite ceux qui me viennent à l'esprit. L'âge, le genre, l'éducation, les croyances, la région, l'état émotionnel et physique, le contexte, le vécu, la confiance en vous et aux autres, les personnes présentes ou concernées, tout ce qui construit votre vision de la normalité du quotidien, et bien entendu, l'intention. Ah, cette fameuse bonne intention. Une expression a même été créée pour elle. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous avons toutes et tous déjà entendu ou dit une phrase du genre « Ce n'est pas ce que je voulais dire, je suis désolée de t'avoir blessé, ce n'était pas mon intention. » Eh oui, car que vous le vouliez ou non, ce n'est pas parce que vous pensiez bien faire que c'est le cas. Et oui, les gens ont le droit d'être offensés, blessés, voire même de se mettre en colère si vous ne visez pas droit, même si vous étiez bien intentionné. Les mots que vous choisissez pour aborder un sujet sont des mots qui ont un sens pour vous, mais pas pour tout le monde. Enfin, pas le même.
Pour la majorité des gens, les mots sont aussi liés à l'émotionnel. Un « je t'aime » ne va pas résonner pareil dans la tête et le cœur de quelqu'un en fonction de qui le dit, comment, quand, et de l'expérience que cette personne a de ce mot. Il y a même certains sujets qui vont réveiller des traumatismes conscients ou non chez votre interlocuteur, ce qui va provoquer une réaction vive à laquelle vous ne vous attendiez pas si vous n'étiez pas au courant, mais qui va vous transformer en monstre au cœur de glace si vous l'étiez. Un peu comme si ce sujet était un sujet banni ou tabou en fonction de l'audience. Quelques exemples flagrants de ces influences. Les codes d'une société normalisée, par exemple. La place de la femme est à la cuisine, ou plus globalement au foyer, et la place de l'homme est au travail, à assurer la sécurité financière et l'avenir de son foyer. Mais qui a dit ça ? Qui a eu des mots assez puissants pour influencer des générations entières sans qu'elles ne s'en rappellent et qu'elles ne cherchent à le remettre en question ? Est-ce que ce sont vraiment des mots seuls ou un comportement qui leur a donné un sens ? Car si nous regardons les images que nous avons des hommes et des femmes d'il y a 40 000 ans dans les livres d'école, ils sont assez caricaturaux et influencés par la société actuelle, n'est-ce pas ? Mais dans les faits historiques, c'est une toute autre histoire. 30 à 50% des ossements retrouvés à côté d'équipements de chasse de gros gibier étaient des femmes. En même temps, à l'époque, la survie entière de l'espèce dépendait des compétences de survie. On n'allait pas dire à une femme qui était douée en jeté de lance « Non, laisse, c'est un boulot d'homme ». Un autre sujet qui fait du bruit encore aujourd'hui, l'hétérosexualité. Les hommes aiment les femmes et inversement. Sinon, c'est contre nature. Hein. Mais selon qui ? Avec quelle preuve ? Pareil, si nous regardons dans les faits scientifiques, l'homosexualité est présente chez de nombreuses espèces vivantes depuis la nuit des temps. Ce sont des codes hiérarchiques. Les bonobos, les manchots, les dauphins, les girafes, les lions, j'en passe et des meilleurs. La nature n'a pas signé de contrat de bonne morale ou de civisme. Elle expérimente, s'adapte pour s'assurer que la vie puisse continuer sans que tout le monde ne se tape continuellement dessus. Et ça passe par une adaptation alternative du comportement pour subvenir aux besoins de chacun. Quelqu'un prononce une phrase « c'est contre nature », la répète en boucle pendant des siècles, puis elle devient une évidence, puis plus personne ne demande qui a dit ça ou sur quelle preuve. Tout ce qui sort de ce cadre suscite des débats animés d'animosité qui feraient presque oublier que nous sommes des animaux pas toujours évolués. Bien entendu, dans tous les combats pour changer une doctrine, il y a des extrémistes radicaux. Lorsque quelqu'un aborde un sujet qui touche à nos convictions profondes, sans parler de nous personnellement, voici ce que nous pouvons trouver comme réaction autant émotionnelle que physique. L'incompréhension, qui va générer une espèce de gêne, un malaise, en présence de cette situation, de cette conversation, ou alors en y participant. On pourra observer des mouvements d'écart physique ou de la nervosité avec les mains, les doigts, ou des balbutiements. Mais dans notre tête, cela provoque aussi de grandes interrogations, car nous n'envisagions à aucun moment que les arguments de notre interlocuteur puissent exister. Nous avons un vécu différent. La colère et l'indignation, qui génèrent le rejet physique immédiat, c'est presque viscéral, ça donne la nausée, le corps a physiquement envie de rejeter la situation, l'argument, voire même la personne qui parle, tellement c'est contraire à nos convictions. On tape du poing sur la table, on fait de grands gestes, on fronce les sourcils et on hausse le ton. Il y a aussi la tristesse. Certaines situations résonnent en nous car nous avons un passif sur le sujet. Nous nous sentons attaqués sur notre passé directement et aurions souhaité que notre interlocuteur envisage la possibilité que cela puisse nous blesser. Mais dans la majorité des cas, votre interlocuteur ne vous connaît pas personnellement. Donc comment aurait-il conscience de vos points sensibles ? Et le monde doit-il vraiment s'adapter à vous ? Doit-on vraiment freiner la liberté de penser et de s'exprimer sous prétexte que d'autres ont un vécu sur le sujet ? Dans le cas où l'interlocuteur est un proche, c'est autre chose. Tout dépend des situations, mais bien souvent lorsqu'un traumatisme est reconnu de tous, une gêne s'installe. Je vais prendre un exemple récent pour moi. Alors que je demandais à mes abonnés de me donner une phrase ou un mot qui leur fait du bien, plusieurs ont abordé un sujet précis et m'ont répondu ceci. Je sais que ça peut être difficile avec ton passé, mais c'est lorsque je pense à mes enfants qui me disent « je t'aime ». Malgré le sujet tourné vers elle et qui peut être difficile émotionnellement, elle reste bienveillante et prévenante envers ma personne et mon propre état émotionnel. Et donc emploie des mots rassurants, faits pour s'excuser par avance d'une possible douleur que cette personne imagine que je pourrais ressentir si elle était à ma place. Ayant vécu la perte de ma fille par un suicide en 2019, j'ai pu remarquer que beaucoup de gens n'osent plus aborder le sujet de leur bonheur parental en ma présence.
comme s'ils avaient honte ou qu'ils étaient gênés, mal à l'aise de pouvoir vivre des choses que je ne pourrais pas partager. Comme dans la situation du deuil, les gens sont souvent démunis verbalement et se sentent obligés de dire des phrases banales et impersonnelles comme « toutes mes condoléances ». Banal et impersonnel ne veut pas dire dénué de bonnes intentions. D'autres restent silencieux, voire même prennent de la distance, de peur d'être maladroits et de passer pour une mauvaise personne s'ils n'ont pas les bons mots. Ils n'ont pas envie ou ne se sentent pas capables d'adapter leur conversation aux personnes qui les entourent. Alors comment on communique sans se sentir bridé par les autres ou blessé par eux ? Tout d'abord, je tiens à préciser un fait qui est réel. Certaines pathologies très fréquentes peuvent influencer le comportement destructeur de quelqu'un et donc sa façon de s'exprimer et de réagir face à une surcharge émotionnelle sans forcément le vouloir. Par exemple, les maladies neurologiques, la maladie d'Alzheimer ou les maladies de Parkinson, qui vont avoir des épisodes de confusion ou qui, à cause d'effets secondaires des traitements médicaux, vont provoquer de l'agressivité, de l'irritabilité. Des troubles psychiatriques comme la bipolarité, la schizophrénie ou les borderline qui vont avoir des phases maniaques ou d'hallucinations qui vont les rendre vraiment très agressifs et sur la défensive. Des troubles du neurodéveloppement comme le TDAH ou les troubles du spectre autistique. Le TDAH, lui, va beaucoup être impulsif, va couper la parole de peur d'oublier ce qu'il a à dire. Ce n'est pas un manque de respect, c'est qu'au contraire, il est animé par la conversation et il a envie de débattre. Malheureusement, la frustration peut provoquer de l'agressivité et de l'irritabilité si les gens ne sont pas assez réceptifs ou s'ils ne parlent pas assez vite ou clairement selon eux. Pour le trouble du spectre autistique, comme son nom l'indique, c'est un spectre, un éventail de comportements qui sont ou ne sont pas chez certains patients. Mais qui chez moi, par exemple, donne un décalage émotionnel intense, un peu façon Good Doctor avec Sean ou Dr House, qui vont rationaliser en oubliant parfois volontairement et parfois non l'aspect émotionnel. Ils vont s'en tenir aux faits. Globalement, une personne équilibrée socialement, intégrée, qui ne doute pas de sa propre valeur intellectuelle, physique ou de ses compétences, ne ressent pas le besoin de rabaisser, d'humilier une autre personne. Mais parfois, les gens manquent de vocabulaire adapté ou de gestion émotionnelle, comme moi, ce qui va fortement influencer leur ton ou les mots qu'ils choisissent. Ce qui m'intéresse, c'est la mécanique qui pousse à trahir des valeurs morales de base comme la confiance, la loyauté, la fidélité d'une relation, pour se décharger d'une frustration, d'une douleur ou d'un ego. Dans toute relation humaine, qu'elle soit couple, amicale ou familiale, la mécanique est la même. On fait connaissance, et oui, même pour la famille, c'est valable. Nous faisons connaissance avec ses membres au fur et à mesure de notre croissance. Le courant passe, on se sent à l'aise, plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. On passe du temps ensemble pour un loisir, de travail ou la vie quotidienne. On se confie sur les passifs en fonction des sujets de conversation abordés ou des situations vécues ensemble. Les liens se resserrent, la relation se transforme en quelque chose de plus régulier, plus solide, plus quotidien. On baisse les armes, on montre nos faiblesses. Il n'y a a priori pas de méfiance à avoir, c'est une relation somme toute basique. Eh bien dites-vous que c'est faux. Dans absolument toute relation, peu importe son type, il faut maîtriser les choses que vous dites et que vous montrez aux autres. Nous ne pouvons et ne devons pas nous méfier de tout le monde, bien entendu, mais il est important de garder en tête que tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Pour la simple et bonne raison que tant que tout va bien dans la relation, les secrets sont bien gardés. Et encore pas toujours. Mais dès que la relation va se dégrader, provisoirement ou sur du long terme, le contrat de loyauté et de respect se dégrade en même temps. Un conflit qui vous oppose à votre interlocuteur, que ce soit ami, compagnon ou quelqu'un de votre famille, le touche profondément dans ses convictions, ses valeurs. Il ou elle n'arrive pas à vous faire comprendre son point de vue. Cela génère en lui de la frustration qui, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, va surcharger son système nerveux. Et c'est quoi la suite ? Eh bien, le système nerveux va envoyer ces fameuses suggestions au cerveau pour se décharger rapidement, abattre la cible en quelque sorte. Mettre un terme à cette tension qui, je vous rappelle, est inconfortable pour lui. En fonction de votre capacité de gestion émotionnelle, soit vous allez rationaliser et essayer de calmer les choses avec des mots ou de la distance, soit vous allez exploser intérieurement ou extérieurement avec des mots et des gestes de colère et vous battre physiquement et ou verbalement. Certaines personnes intériorisent et se font du mal à elles-mêmes. D'autres se défoulent sur le matériel et malheureusement certains se défoulent sur les gens. Je pense que jusque-là, absolument tout le monde a un exemple en tête, n'est-ce pas ?
Je vous donne quelques exemples de mes abonnés. La phrase suivante est assez violente. Une abonnée a entendu ces mots de la part de son partenaire. « Tu es grosse, tu es moche, c'est pour ça que dans la rue je marche devant toi et que je ne te donne pas la main en public. » Terrible, n'est-ce pas ? Dans cette situation, nous avons une personne de sexe masculin qui se veut dominant. Il utilise des mots volontairement négatifs et violents, avec une intonation et une gestuelle que l'on devine humiliante, voire agressive, afin de déformer l'image physique que sa partenaire a d'elle-même. Il est fort probable que la personne ciblée ait déjà manifesté un manque de confiance en elle sur le sujet, ce qui donne un point faible facile à attaquer. Mais qu'est-ce qui a pu pousser ce monsieur à employer de tels mots envers la personne avec qui il est engagé dans une relation ? La première chose qui me vient en tête serait le manque de confiance en lui et l'ego. Il rejette la responsabilité de son comportement distant sur l'autre afin de cacher le fait qu'il ne sait plus où il en est. Peut-être qu'il se sent coincé dans une relation qui ne lui convient plus. Mais plutôt que d'accepter sa part de responsabilité dans la dégradation de son couple et de communiquer avec sa partenaire, il va l'accuser violemment. C'est un manque de gestion émotionnelle. Et qu'est-ce qui, chez cette dame, a permis à ces mots de l'atteindre profondément ? Tout d'abord, ils viennent de la bouche de l'homme qu'elle aime et qui, normalement, est censé l'aimer en retour. Donc, sans passer pour naïve, s'il y a bien une personne qui doit être bienveillante et protectrice envers vous, c'est bien celle qui fait partie de votre quotidien, non ? Pourquoi donc devoir porter une armure pour encaisser des chocs qui ne devraient pas venir de cette source ? Malheureusement, dans la situation de cet abonné, c'est aussi cette même personne de confiance qui connaît tous ses points faibles et qui va s'en servir. Nous n'allons pas être juges ou bourreaux. Nous ne sommes pas dans la relation et ne connaissons pas les raisons profondes qui ont provoqué cette situation. Mais pendant que vous essayez de trouver des arguments toujours plus précis pour faire comprendre à l'autre votre point de vue et votre sentiment d'incompréhension, vous n'écoutez plus les arguments de l'autre non plus, qui de son côté va parcourir le même chemin nerveux que vous, et l'escalade de la violence émotionnelle s'enchaîne. Nous nous focalisons sur nos mots, notre façon de parler, notre vécu, nos expressions régionales ou culturelles, mais nous oublions que l'autre n'a pas forcément les mêmes. Nous voulons à tout prix être compris et entendus, mais nous ne parlons pas la même langue émotionnelle. Un abonné mineur a entendu ça de la bouche de sa grand-mère, qu'il dit pourtant aimer profondément malgré tout. De toute façon, tu n'es qu'un faux cul. Tu aimes foutre la merde et tu fais que ça depuis petit. Quand tout va bien, tu es toujours là pour injecter la merde. J'apprends par cet abonné que sa grand-mère est en conflit avec son fils, donc le père du jeune homme, qu'ils ont rompu toute communication alors que lui parle toujours à son père. Il entend sa grand-mère régulièrement se vanter de l'héritage qu'elle a touché et du fait qu'elle n'en donnera qu'à sa fille. Nous pouvons donc facilement relier la rancœur et la frustration de la grand-mère directement au conflit qu'elle a avec son propre fils. Et n'ayant pas la possibilité ou le courage de pouvoir régler ça avec lui directement, elle s'en prend à son petit-fils. Un autre témoignage plus court, plus commun, mais pas moins violent. « Oh, regarde comme elle est grosse !» Cette phrase a été entendue dans la rue alors qu'elle marchait, en croisant un groupe d'inconnus, il y a plus de 40 ans. Et pourtant cet abonné reste marqué à vie, comme si c'était hier. Nous avons toutes et tous des centaines d'exemples que nous avons subis, entendus, lus ou même parfois dit. Ce que nous appelons le harcèlement existe dans toutes les espèces animales vivantes. Si vous montrez un point potentiellement faible, une faille, une différence, les gens se jettent dessus comme des vautours sur une carcasse, à la recherche d'un défouloir émotionnel possible, simplement parce que vous réveillez en eux un sentiment d'insécurité. Bien souvent, ces attaques ne vous ciblent même pas vous personnellement. C'est un contexte qui les anime. Vous ne connaissez pas les gens ou ce sont eux qui ne vous connaissent pas réellement. Et dans d'autres cas, c'est l'inverse. Ils vous connaissent très bien et savent parfaitement quoi dire ou quoi faire pour vous déclencher et provoquer ainsi un conflit qu'ils vont maîtriser afin de ressentir du pouvoir, du contrôle sur vous. Dans mes lives, des gens que je ne connais pas viennent m'insulter, me rabaisser, me décrédibiliser. Enfin, ils essayent. Mes abonnés sont bien souvent choqués et réagissent pour prendre ma défense alors que moi je les rassure en leur expliquant que je ne suis pas perturbée profondément par ces propos, car ils ne correspondent pas à qui je suis et que ces gens ne méritent pas que je dépense de l'énergie à me défendre. C'est bien l'impact des mots que vous donnez. C'est vous qui décidez si ces paroles ont de l'importance pour vous ou pas. Nous allons terminer notre première partie ici. Dans la deuxième partie, nous allons analyser un profil tristement célèbre ayant bouleversé l'avenir du monde avec, pour seule arme, ses mots et son influence.
Nous avons toutes et tous des tas de personnes qui ont ce pouvoir de manipulation. Mais à cette échelle, ça reste quand même plutôt rare. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.